soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC L'Océan au cœur de l'humanité. Alors bientôt, puisqu'on est au début du mois de décembre, eh bien, la programmation 2025 va se terminer, une programmation qui aura été riche, mais qui n'est pas finie, puisqu'après ce rendez-vous, il y aura un dernier direct. J'en parlerai au moment de la conclusion, simplement pour vous dire que dans le MOOC, dans la partie direct, vous pourrez retrouver à la fois les informations sur le prochain rendez-vous et surtout les enregistrements des précédents événements. Si par exemple vous n'avez pas pu les suivre, c'est encore possible de les visionner. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Adeline Bas et Sophie Leonardi, qui sont toutes les deux chercheuses à l'IFREMER et qui vont nous faire une présentation sur un thème dont on parle beaucoup, c'est celui de l'éolien en mer et de ses enjeux qui sont parfois contradictoires. Alors ces directs, vous savez comment ils fonctionnent, très certainement, environ 35 minutes de présentation, suivies d'environ 20 minutes d'échange sur la base de questions qu'on vous invite à poser en utilisant le fil de discussion de ce direct. Voilà. Et ma collègue Delphine, merci de ta présence, Delphine, encore une fois. Eh bien, moi, nous relierons ces questions à nos intervenantes. Entrons à présent dans le vif du sujet. Adeline et Sophie, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Je vais, comme le veut la tradition, Trop rapidement vous bien, présenter. Marin. Alors, Adeline, vous êtes chercheuse en économie maritime et en économie de l'environnement à l'IFREMER. Vos recherches portent sur ce qu'on appelle l'économie bleue, les enjeux de gouvernance associés à l'éolien en mer et à la planification de l'espace maritime. Sophie, vous êtes ingénieure économiste à l'IFREMER également. Vous vous intéressez aux enjeux socio-économiques liés aux activités de pêche en mer et tout particulièrement aux interactions entre la pêche professionnelle et le développement des parcs éoliens offshore. Alors, pour être tout à fait précis, le thème de l'éolien a déjà fait l'objet d'une vidéo de MOOC que vous avez certainement Ouais. visionnée. C'est Adeline qui a présenté cette vidéo-là. Et donc, voilà, sur le thème des énergies marines renouvelables. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite, j'ai entendu qu'il y avait encore deux, trois micros qui n'étaient pas coupés. Merci d'être attentifs à cela. Adeline, Sophie, je vous laisse la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Alors avec Sophie, nous allons parler d'éolien ce soir. Et plus précisément, l'objectif de notre présentation, c'est de vous présenter et de discuter d'outils et d'approches qui sont aujourd'hui déployés pour essayer de concilier les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques associés à l'éolien en mer. Alors, nous vous proposons de découper notre intervention en trois parties. Tout d'abord, on vous rappellera brièvement l'histoire de la politique éolienne en France. Ensuite, on vous présentera un outil particulier qui est celui de la planification de l'espace maritime. Et enfin, nous ferons un focus sur la pêche et notamment sur les mesures qui sont déployées pour essayer de concilier la pêche et l'éolien en mer. Alors, démarrons tout de suite par un retour historique en accéléré de la politique de l'éolien en mer en France. Alors, nous faisons démarrer comme point de départ l'histoire de l'éolien en mer en 2003 avec un appel d'offres qualifié de numéro 0, qui est un appel d'offres test lancé par l'État au large de Velette-sur-Mer, donc une commune en Seine-Maritime, pour un petit projet de quelques éoliennes assez proches des côtes. Et l'objectif de l'État à ce moment-là, c'était de se former, de se lancer dans le déploiement de l'éolien en mer et de tester des procédures administratives, voir s'il était possible de reproduire ce qui se faisait à terre en mer. Ce projet n'a finalement pas vu le jour. Il a été abandonné dans les années 2014 en raison de recours administratifs notamment. Néanmoins, 2003 a été, entre 2003 et 2014 a été une période qui a permis à l'État de commencer à s'organiser. Première, je dirais, phase d'apprentissage a eu lieu en 2010, pardon, puisque là, l'État a, contrairement à ce qui avait été fait en 2023, où il n'y avait pas eu de planification de l'éolien en mer et pas de concertation, l'État, en 2010, a lancé une concertation à l'échelle de chaque façade maritime
pour identifier avec les parties prenantes de l'éolien en mer des zones propices au développement des parcs sur la base de critères de moindre contrainte, de moindre impact, des critères qui relevaient des dimensions socio-économiques, technico-économiques, des critères basés sur la sécurité maritime et enfin un critère qui était plus porté sur la dimension environnementale. Donc, un certain nombre de zones ont été identifiées en 2010 et en 2011 a eu lieu le premier appel d'offres, celui qui retient généralement notre attention, l'appel d'offres numéro 1 qui avait pour donc vocation de désigner des lauréats pour 4 zones, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Couseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe, 5 zones. 4 ont été attribués, Dieppe-le-Tréport ne l'a pas été et a été remis dans l'appel d'offres numéro 2 en 2013. Et puis en 2016, nous avons également eu un troisième appel d'offres pour développer le parc de Dunkerque. Entre 2021 et 2024, on peut voir qu'il y a une forme d'accélération dans le lancement des appels d'offres pour attribuer un certain nombre de parcs sur l'ensemble de nos façades maritimes et pour attribuer des parcs flottants ou des parcs posés. Alors, cette accélération, dans l'intervalle, entre ces lancements d'appels d'offres, il y a eu également la mise en service de 4 parcs éoliens. Le premier Saint-Nazaire en 2022, puis en 2023 Saint-Brieuc-et-Fécamp et enfin en 2024, donc tout récemment, un projet pilote d'éolien flottant en Méditerranée. Donc on peut voir que les parcs de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc-et-Fécamp relèvent de l'A1 et donc il a fallu plus de 10 ans pour que ces parcs sortent de l'eau. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette frise, il y a une forte accélération du lancement d'appels d'offres entre 2021 et 2024, et ceci s'explique par la réalisation par l'État français d'un certain nombre d'évolutions réglementaires de manière à accroître le rythme de déploiement de l'éolien en mer. La première je dirais, évolution réglementaire date de 2015 avec la loi Transition énergétique pour une croissance verte, qui a fixé les objectifs de transition énergétique et qui prévoit de multiplier par 2 d'ici à 2030 la part de la production d'énergie renouvelable. S'en est suivi ensuite, en 2016, une nouvelle procédure d'appel d'offres qui s'appelle le dialogue concurrentiel. Et pourquoi cette terminologie dialogue concurrentiel? Parce que c'est une phase relativement longue qui permet un dialogue entre l'État et les potentiels candidats aux différents appels d'offres, de manière à définir ensemble le cahier des charges de l'appel d'offres. À travers cette nouvelle procédure d'appel d'offres, à travers le dialogue concurrentiel, désormais l'État prend en charge le financement d'études et la réalisation des études dites de levée des risques, qui sont des études qui servent à acquérir de la connaissance sur les zones de déploiement de l'éolien, des études qui permettent d'acquérir de la donnée sur le vent, la bathymétrie, donc c'est-à-dire la profondeur de l'eau, et puis également des éléments, des informations relevant des habitats et des espèces présentes. Sachant qu'initialement, avant cette réforme, avant cette nouvelle procédure en 2016, des études de levée des risques qui étaient réalisées par chaque lauréat de l'appel d'offres. Donc l'objectif de cette nouvelle procédure dialogue concurrentiel, c'est de réduire le niveau d'incertitude pour les développeurs, pour les candidats à l'appel d'offres et pour ainsi mieux sécuriser les projets. En 2018 intervient une nouvelle loi, la loi ESSOC, qui, elle, a pour intérêt de faire évoluer la place du débat public dans le processus de déploiement d'un parc éolien. Désormais, en 2018, le débat public a lieu en amont de l'appel d'offres, donc avant que l'appel d'offres soit lancé, alors qu'auparavant, le débat public était réalisé une fois que l'appel d'offres avait été remporté, donc une fois le lauréat désigné, donc une fois quelque part le projet relativement bien ficelé. Donc, c'était une critique qui était faite lors des débats publics précédents où les participants se plaignaient du fait qu'on leur proposait un débat public qui portait sur un projet déjà ficelé, qu'il n'y avait quasiment aucune marge de manœuvre pour faire évoluer le projet. Donc, l'État a entendu ces récriminations-là pour faire évoluer la place de ce débat public. Et puis, autre apport de cette loi ESSOC, c'est de faire également évoluer le contenu du débat public, puisque désormais, il est possible de discuter à la fois de l'opportunité du projet et aussi de la localisation du parc. Et l'objectif de cette évolution portant sur le débat public, c'est de faire en sorte que les résultats du débat public viennent alimenter la phase de dialogue concurrentiel et donc puissent permettre également d'alimenter éventuellement le cahier des charges de l'appel d'offres.
Troisième évolution réglementaire importante, c'est en 2020 la loi ASAP, qui, elle, porte encore une fois sur le débat public et qui, là, vise à mutualiser les débats publics sur l'éolien en mer à l'échelle d'une façade maritime. Initialement, il y avait un débat public parc par parc, et ce qui limitait la visibilité pour les participants sur le développement à moyen terme de l'éolien en mer. Les participants au débat public, généralement, faisaient remonter le fait que, OK, on a un débat public pour un projet, mais on sait très bien qu'il y en aura d'autres, on aimerait avoir de la visibilité là-dessus. Donc là, encore une fois, l'État a entendu cet argument et a fait évoluer les choses grâce à la loi ASAP. Dans l'intervalle, en 2020, on a donc une stratégie de l'Union européenne qui fixe des objectifs à atteindre de déploiement de l'éolien en mer assez ambitieux à horizon 2030 et 2050, notamment 300 gigawatts en 2050. Et puis en 2022, nous avons un discours du président de la République, le discours de Belfort, qui pour la première fois annonce un objectif de 40 gigawatts à atteindre pour la France d'ici 2050. S'en est suivi l'année suivante d'annonces du gouvernement beaucoup plus précises sur des ambitions à atteindre de déploiement de l'éolien en 2035, 18 gigawatts, 45 gigawatts en 2050, donc un petit peu plus élevé que l'annonce du président en 2022, et puis avec une déclinaison de ces objectifs nationaux en objectifs par façade maritime. La même année, en 2023, la même année que l'annonce du gouvernement d'un point de vue des objectifs à atteindre de déploiement de l'éolien en mer, donc la même année, on a la loi APER, qui vient, elle, renforcer encore l'objectif de planification de l'éolien en mer via la mutualisation des débats publics de l'éolien en mer avec un débat public qui est organisé dans le cadre d'une politique publique particulière, qui est le cadre de la politique de la planification de l'espace maritime. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Et donc l'objectif, via cette loi PER, via cette mutualisation du débat public, c'est de planifier à horizon 2035 et à horizon 2050 le déploiement de l'éolien en mer. Ces grands objectifs de déploiement de l'éolien en mer, les 18 gigawatts et les 45 gigawatts, sont inscrits en 2024 dans une stratégie, qui est la stratégie nationale mer et littoral, qui relève de la politique maritime. Et en 2024, on a une décision interministérielle qui cartographie précisément les zones de déploiement de l'éolien en mer à horizon 2035 et 2050. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces annonces de déploiement, d'objectifs de déploiement de l'éolien en mer, les 18 gigawatts, les 45 gigawatts notamment, ne sont pour le moment ne sont pas encore inscrits dans une loi, ne sont pas encore inscrits dans la loi de programmation de l'énergie et des climats, ni dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui rend un petit peu fragile juridiquement ces objectifs de déploiement de l'éolien en mer. Et donc, nous sommes en attente peut-être d'ici la fin de 2025, peut-être en 2026, de ces deux briques fondamentales dans la politique énergétique de la France. Et donc, toute cette histoire de l'éolien en mer aboutit à cette cartographie donc du déploiement des parcs en mer à horizon 2035 et 2050. Donc, vous pouvez voir sur cette cartographie les zones en rose qui sont les zones à déployer d'ici 2035, les zones en vert, hachurées en vert qui sont les zones à déployer d'ici 2050. Et je voulais également revenir sur la définition de façade maritime que j'ai déjà utilisée précédemment, où la façade maritime est un périmètre administratif littoraux maritimes qui regroupe généralement une à deux régions. Donc, on a la façade Manchester-Mer du Nord qui regroupe les régions Hauts-de-France-Normandie, la façade Nord-Atlantique Manche-Ouest qui regroupe les régions Bretagne et Pays de la Loire, la façade Sud-Atlantique qui, elle, concerne uniquement la grande région Nouvelle-Aquitaine, et enfin la façade Méditerranée qui, elle, regroupe les régions PACA et Occitanie. Donc, vous pouvez voir à travers cette cartographie que eh bien, un certain nombre de parcs vont en principe émerger au large de nos côtes d'ici à 2050. J'en viens maintenant à la présentation et à la discussion d'un outil particulier qui est la planification de l'espace maritime et qui est un outil de politique publique dont l'objectif est de concilier l'ensemble des enjeux en mer, enjeux socio-économiques et enjeux environnementaux. Je vais démarrer par une définition assez générale, générique, de qu'est-ce que la planification de l'espace maritime pour ensuite vous illustrer ceci à travers le cas français.
Alors, la planification de l'espace maritime, qu'est-ce que c'est? C'est un processus public, c'est-à-dire que c'est un processus qui est mené par des autorités publiques, donc généralement l'État, et qui vise à organiser dans le temps et dans l'espace les différentes activités humaines en mer et sur le littoral dans une perspective écologique, économique et sociale. Autrement dit, cet outil vise à concrètement mettre en œuvre le développement durable en mer et sur le littoral. C'est un processus qui est concerté avec les différentes parties prenantes du maritime, donc les secteurs du maritime, par exemple, donc l'éolien en mer, les extractions de granulats, la pêche, le tourisme littoral, par exemple, et également tous les acteurs qui sont en lien avec la protection de l'environnement marin. C'est un outil qui repose sur la notion d'approche écosystémique, c'est-à-dire qui vise à tenir compte de l'intégralité, de l'ensemble des interactions qui existent entre les activités humaines, l'homme et le milieu marin. C'est un processus qui est dynamique et itératif, c'est-à-dire que l'on définit l'outil pour un pas de temps donné, et puis ensuite, l'idée, c'est de le réviser de manière à tenir compte des nouveautés, des nouveaux enjeux qui surviennent en cours de route, et puis à rectifier le tir si besoin. La planification de l'espace maritime s'appuie ou peut être définie à travers deux dimensions qui sont à la fois fondamentales et complémentaires. La première dimension, c'est la vision stratégique, la planification stratégique. Comment, qu'est-ce qu'on veut faire de notre espace maritime? Quel développement socio-économique de la mer et du littoral on souhaite produire, tout en faisant en sorte qu'il soit compatible avec la préservation des écosystèmes marins. Et la deuxième dimension fondamentale, c'est la planification spatiale. C'est le zonage, c'est où, comment, quelles activités on souhaite développer au sein de quelle zone. Si j'en viens maintenant au cas français, alors, du point de vue français, la planification de l'espace maritime prend forme à travers la stratégie nationale pour la mer et le littoral, la SNML, dont j'ai déjà évoqué précédemment. Dans cette stratégie nationale mer et littoral, on a un certain nombre d'ambitions, d'objectifs pour le maritime en France. On a notamment la neutralité carbone d'ici 2050, et c'est là qu'on va retrouver les objectifs de développement de l'éolien en mer. On a d'autres objectifs portant sur la résilience des territoires et les écosystèmes marins littoraux, le bien-être des populations littorales et enfin le développement de l'économie bleue et les questions de souveraineté. Donc on a des grandes orientations maritimes à l'échelle nationale qui sont ensuite déclinées à l'échelle de chaque façade maritime à travers des documents que l'on qualifie de documents stratégiques de façade. Pour faire simple, dans ces documents stratégiques de façade, on a une stratégie de façade qui donne la vision du développement socio-économique et environnemental de la façade à horizon 2035-2050. Et puis, donc, au sein de cette stratégie de façade, on a des objectifs à la fois environnementaux et socio-économiques qui sont posés. Et puis, on a une cartographie des espaces maritimes, là où on veut faire telle ou telle activité. Une fois que cette stratégie de façade est définie, on a ensuite des mesures qui sont déployées pour atteindre les objectifs et puis on a un programme de suivi pour voir si les objectifs sont atteints. La planification de l'espace maritime, comme je vous le disais, c'est un outil qui est concerté. Donc, il y a une participation des parties prenantes et des citoyens qui s'opère à l'échelle nationale façade et qui s'opère également avec l'implication des citoyens, notamment via de la concertation continue ou via des débats publics. C'est un processus itératif. En France, on a des cycles de 6 ans. Donc, on a une stratégie nationale qui est déployée, puis une déclinaison en document stratégique de façade. Et l'ensemble de ce processus-là prend 6 ans. Donc, on a déjà un premier cycle qui a été opéré. Et là, on est en train de réviser la première version de la stratégie nationale et la première version des documents stratégiques de façade. La révision des stratégies de façade vient de se terminer là maintenant, à l'automne 2025, sachant que c'est un processus qui a démarré il y a déjà quelques temps, puisqu'il a démarré en 2023, qu'il a été réalisé en concertation avec les parties prenantes et avec les citoyens, notamment via le débat public La mer en débat, qui est un débat public qui a eu lieu entre 2023 et 2024. Et au sein de ce débat public, 3 sujets majeurs ont été posés. Le premier, c'était l'éolien en mer, avec le besoin d'avoir une cartographie de l'éolien en mer pour atteindre les objectifs nationaux et par façade fixés. Le troisième sujet qui a été discuté au sein de ce débat public lors de la révision de la stratégie de façade, c'était la labellisation des aires marines protégées en zone de protection forte. Donc c'est un nouveau label qui vient s'apposer aux aires marines protégées existantes.
Et puis enfin, le troisième sujet, c'était la mise à jour générale de la stratégie de façade, c'est-à-dire qui portait à la fois sur tous les secteurs de l'économie bleue et également sur la protection du milieu marin. Lors de cet exercice de révision de la stratégie de façade, notamment lors de la phase de débat public, un certain nombre de cartographies ont été proposées, soumises au débat public. Il y avait notamment une cartographie sur le développement de l'éolien en mer. Donc ici, c'est une cartographie qui a été produite par l'État et qui était soumise au débat public pour la façade nord-atlantique Manche-Ouest. Je ne m'attarde pas beaucoup sur cette diapositive-là, mais voilà. Cette cartographie a été élaborée sur un certain nombre de critères. Vous avez également des cartographies sur l'identification des zones de protection forte qui ont également été proposées et débattues lors de ce débat public. Donc en revenant, en cartographiant les aires marines protégées existantes et en identifiant certaines qui pouvaient répondre au label de zone de protection forte, sachant que cette labellisation s'appuie sur la réunion de 3 critères. Le premier, c'est le fait qu'il y ait déjà des mesures de réglementation en place pour limiter significativement, voire supprimer les pressions d'origine anthropique sur les habitats et les espèces d'intérêt pour ces aires marines protégées-là. Le deuxième critère, c'était le fait qu'il est possible de s'appuyer sur un document de gestion qui définit précisément les objectifs de protection de l'aire marine protégée en question. Et enfin, le troisième critère, c'est le fait qu'il existe un dispositif opérationnel de contrôle pour veiller au bon respect de la réglementation en place dans cette aire marine protégée. Et à l'issue de cet exercice de révision de la stratégie de façade, on a abouti à une cartographie du partage, je dirais, de l'espace maritime, qu'on appelle carte de vocation, où la cartographie ici proposée, c'est celle relative à la façade nord-atlantique Manche-Ouest, où vous pouvez voir que l'espace maritime de la façade a été découpé en grandes zones. Et pour chacune de ces zones, des vocations ont été inscrites. Je vais simplement lire la première, la zone relative à Bretagne Nord, où on voit que la priorité est donnée aux pêches et à l'aquaculture durable et aux énergies marines renouvelables, en veillant à la cohabitation avec d'autres activités, le nautisme, le tourisme, et tout ceci en préservant les habitats à enjeux écologiques forts, ainsi que les oiseaux et les mammifères marins. On peut voir que les vocations données pour chacune de ces zones est en fait très light, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle priorité donnée. C'est un petit peu, parce que tout ceci résulte d'un compromis. Comme je vous le disais, la planification de l'espace maritime est un processus concerté avec différentes parties prenantes. Et donc, il faut que les différentes parties prenantes puissent se retrouver et acceptent et valident les stratégies de façade et l'intégralité des documents qui sont produits dans le cadre de la planification de l'espace maritime. Donc, ce qui peut aboutir, comme ici, à des choses qui sont un petit peu molles, je dirais, peu contraignantes et peu focalisées sur certaines désignations, sur une répartition très précise des activités en mer. Si maintenant j'en viens à une forme de bilan de cet outil de planification de l'espace maritime, est-ce qu'il permet réellement pour le moment de concilier l'intégralité des enjeux en mer? Alors on peut voir qu'avec la révision qui vient de s'opérer, qui va se poursuivre, on peut voir que pour la première fois, il y a eu un objectif politique fort, qui était celui du déploiement de l'éolien en mer, parce qu'il a beaucoup trusté les débats. On peut voir également qu'il y a pour la première fois une forme de hiérarchisation des activités avec des objectifs et des localisations précises, donc l'éolien en mer, les zones de protection forte, qui sont ici une hiérarchisation explicite des activités. Il y a également une hiérarchisation implicite des activités, notamment pour les activités de défense, qui viennent quelque part s'imposer au reste, mais qui ne sont jamais discutées. Et puis, lors de cette révision des stratégies de façade, de la planification de l'espace maritime, on a pu observer que finalement, les autres activités maritimes et littorales étaient peu évoquées, voire oubliées. Par exemple, tout ce qui était relatif au transport maritime, au tourisme littoral, par exemple. On peut également critiquer le fait que la déclinaison de la planification de l'espace maritime s'opère à différentes échelles, mais peine à arriver à une échelle très locale. On voit qu'il y a une déclinaison de l'échelle nationale à l'échelle façade, mais qu'ensuite, les différentes discussions, les différentes mesures et objectifs peinent à se concrétiser sur les territoires.
ce qui amène finalement à des formes de contestation lorsque les projets arrivent sur le territoire. Je pense à l'éolien, mais je pense aussi aux cultures marines, aux concessions ostréicoles par exemple, où il est compliqué de déployer de nouvelles concessions localement. Et ce qui nous amène à critiquer le processus de participation, qui est peut-être à revoir de manière à avoir quelque chose qui tienne compte des enjeux locaux, de manière à mieux les faire remonter à l'échelle façade et à l'échelle nationale. Et je passe maintenant la parole à Sophie pour les Oui. aspects pêche. Merci Adeline et bonjour à toutes et tous, en espérant que vous m'entendez bien. Et donc du coup, moi je finis là donc sur une partie 3 sur les mesures pour concilier pêche et éolien en mer. Alors pourquoi finalement un zoom sur la pêche? C'est vrai que les acteurs de la pêche professionnelle sont des acteurs cruciaux finalement autour des projets de parcs éoliens marins, puisqu'effectivement ils sont des usagers importants des zones concernées par l'installation de ces parcs éoliens en mer. Les pêcheurs sont particulièrement légitimes dans la mesure où ils fréquentaient historiquement, de manière plus ou moins intensément, les zones des parcs. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les interactions pêche-éolien, mais c'est vrai que la littérature, et puis comme vous l'a dit Adeline, il y a seulement 3 parcs qui ont été récemment mis en service côté français. Bon, si on s'intéresse un petit peu à la littérature scientifique à l'échelle européenne, surtout donc en mer du Nord, finalement, cette littérature elle met en lumière différents effets des parcs éoliens offshore sur la pêche professionnelle, des effets socio-économiques plus ou moins directs finalement sur les activités. Tu peux rester sur les activités, et notamment sur les modifications des zones de pêche, l'altération potentiellement des opportunités de capture, des réductions des revenus, etc. Et puis des effets plus indirects, on va dire écologiques sur les ressources finalement, qui peuvent être positifs ou négatifs selon les espèces, puisqu'ils sont observés aussi des effets récifs de manière assez locale. Bon, voilà, c'est moins ma partie, donc je n'étendrai pas tout ça pour dire qu'il y a tout un tas finalement d'interactions directes ou indirectes entre les activités de pêche et l'éolien, le développement de l'éolien, qui peut nous amener à faire un focus sur ces aspects-là. Et donc, du coup, en premier, donc finalement, je voulais aussi mettre l'accent sur peut-être éclairer, parce que ça a déjà été plus ou moins abordé en filigrane par Adeline, mais finalement sur le rôle joué par le secteur de la pêche aussi potentiellement dans le développement de ces parcs, et ce aux différentes étapes du développement des parcs éoliens offshore. Donc finalement, on entend par secteur de la pêche, en premier lieu plutôt des instances professionnelles, effectivement représentatives de la pêche maritime, comme les comités des pêches. Donc finalement, les acteurs de la pêche sont fédérés, ils sont organisés, notamment à travers et représentés notamment à travers ces comités des pêches qui sont organisés à différentes échelles, nationales, régionales et plus locales, départementales. Mais finalement, d'ailleurs, le secteur de la pêche, ça peut être aussi des pêcheurs eux-mêmes ou d'autres regroupements de pêcheurs. Ça pour dire que ces pêcheurs, finalement, et ce secteur de la pêche, j'utiliserai cette expression, est présent finalement dans les instances officielles telles que vous les a présentées Adeline, et telles que notamment les conseils maritimes de façade, donc à travers la planification de l'espace maritime, et qui regroupe donc les acteurs réunis selon les 5 collèges du Grenelle, qui englobe aussi finalement des représentants des pêcheurs. Mais le secteur de la pêche est aussi présent finalement à des échelles dans des arènes, à des échelles régionales, comme les parlements de la mer, qui sont des espaces d'échange et de concertation entre les principaux acteurs de la communauté maritime à l'échelle de la région. En Bretagne, par exemple, ce parlement de la mer, il porte le nom de Conférence régionale mer et littoral. La Bretagne, en fait, elle a fait du sujet des énergies marines renouvelables un sujet d'importance en fait depuis plus de 20 ans, et elle a créé au sein de cette conférence régionale mer et littoral un groupe de travail, EMR, dont l'objectif est d'accompagner le développement des projets éoliens au large de la Bretagne. Et donc, ce groupe de travail, il rassemble des acteurs étatiques, économiques, associatifs, des acteurs de la recherche aussi, et notamment des comités des pêches. Donc, en fait, je note ce point parce qu'il fait, il met en exergue finalement ce groupe de travail, il renforce le lien entre différents acteurs, dont l'État, la région, les comités des pêches, et on verra par la suite qui joue un rôle déterminant finalement dans un certain nombre de décisions qui sont prises, notamment dans le cas du parc de Bretagne Sud. C'est vrai que j'utilise beaucoup d'exemples issus des exemples de la région Bretagne, parce que finalement, à travers un projet de recherche dans lequel on est impliqué avec Adeline qui s'appelle Éole en mer, on a beaucoup travaillé sur des cas d'études régionaux. Et donc, voilà. Les pêcheurs ou le secteur de la pêche peuvent aussi participer finalement
aux différents débats publics. Adeline vous en a cité un certain nombre, dont le débat public, la mer en débat, qui sont menés à différentes échelles. Parfois c'est national, parfois ça ou plus local. Et dans le cadre duquel ils peuvent participer soit à travers les réunions, les manifestations, ou sous forme de contributions écrites aussi via la rédaction de cahiers d'acteurs, qui sont des moyens d'information, des outils d'expression dans lesquels effectivement l'argumentation joue un rôle clé. Et au-delà des instances officielles à des échelles nationales ou de façade, le secteur de la pêche peut aussi être à l'initiative de création d'espaces de dialogue plus informels, en fait, avec les développeurs et les services de l'État à des échelles plus locales. Et donc là, ce serait plus à l'initiative, par exemple, des comités départementaux des pêches. Et donc, toujours sur l'exemple de Bretagne Sud, il y a eu un espace d'échange qui a été initié pour échanger entre le comité départemental des pêches du Morbihan, les services de l'État et RTE. Et donc, ces espaces, ils permettent d'avoir des discussions bilatérales entre ces acteurs à des échelles plus locales, à l'échelle donc de projets de parcs éoliens, avec donc des temps et des formats d'échange, de partage d'informations, mais aussi de négociation pour tenter de trouver des compromis. Et donc, il y a aussi des cas où, donc, effectivement, il y a eu des signatures de conventions tripartites entre ces interlocuteurs, qui intégrait un certain nombre de mesures et parfois aussi la création de postes de chargés de mission éolien en mer au sein des comités départementaux des pêches, dans le cas de Bretagne Sud, c'est un lieu entre autres, mais pas que. Tout ça permet en fait finalement de mettre en place une relation de confiance entre ces acteurs à des échelles locales, une relation de confiance qui peut évoluer dans le temps parfois, mais qui est nécessaire aussi pour amener ces discussions dans ces espaces informels et finalement pouvoir aboutir à un certain nombre de mesures co-décidées. Alors, justement, donc, après avoir dressé un petit peu ce contexte de à quelle échelle ils peuvent intervenir, sur quoi effectivement peuvent se porter ces éventuelles mesures, au sens très large du terme. Donc, à travers ces différentes applications, effectivement, le secteur de la pêche peut être force de proposition, en premier lieu sur le choix, quand il s'agit de concilier les usages, sur le choix des zones propices pour l'implémentation des parcs éoliens offshore. Donc ainsi, là, j'illustre quelques exemples, mais c'est vrai qu'au niveau du secteur de la pêche, il y a eu parfois plusieurs stratégies ou plusieurs choix de fait en fonction des différents contextes des parcs éoliens et des contextes des pêcheries aussi pour limiter les impacts. Donc, par exemple, je parle de stratégie zone rocheuse dans l'idée de finalement privilégier pour l'implémentation des parcs éoliens des zones rocheuses pour limiter l'impact sur les arbres freinants et favoriser la cohabitation avec plutôt les arbres dormants. Donc ça, c'est le cas notamment sur Saint-Nazaire et sur Bretagne Sud. L'autre, évidemment, stratégie va être de limiter, réduire les impacts en éloignant les zones d'intérêt pour la pêche, notamment par exemple pour le gisement principal, éloigner donc, la zone de développement du parc éolien du gisement principal de Côte-Saint-Jacques pour le parc de Saint-Brieuc. Voilà. Alors après, à noter quand même que ces choix et ces stratégies qui sont faites à un temps T sont soumises aussi aux enjeux de dynamique spatio-temporelle des écosystèmes et des ressources. Et donc, par exemple, à Courseulles-sur-Mer, il y a eu un déplacement de la coquille Saint-Jacques finalement qui s'est rapproché de la zone du parc entre le moment où la zone a été définie et puis aujourd'hui. Voilà. Certaines, oui, et voilà. Et donc la dernière ligne, il y avait aussi, je voulais noter, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc là on était plutôt sur les dialogues informels bilatéraux, mais certaines instances aussi comme le groupe de travail EMR du Parlement de la mer un rôle déterminant aussi dans les décisions prises au niveau, par exemple, du projet de Bretagne Sud, concernant toujours le choix de la zone d'implantation. Et en effet, la localisation du parc, donc, qui avait été portée au débat public, a mis en exergue un certain nombre de divergences finalement entre les participants quant au choix de cette zone, et elle a fait l'objet d'une décision de l'État, in fine, en faveur de la proposition qui avait été émise par le Parlement de la mer breton. Voilà, donc d'où ce pour souligner aussi l'importance finalement à la fois des dialogues informels, mais aussi du rôle des instances et des arènes officielles. Alors voilà, donc après, je vous présente quelques exemples, ça loin d'être exhaustif. L'idée, c'est plutôt de porter à votre connaissance dans le temps imparti quelques exemples de mesures qui ont pu être mises en œuvre, des mesures ciblant la pêche au sens large. Donc un certain nombre de mesures sont relatives par exemple aux ressources halieutiques et à leur suivi. Donc c'est pas directement les activités, mais forcément indirectement ce qui est ciblé, les ressources. Donc notamment avec l'implication des comités et des pêcheurs dans la définition des méthodes d'évaluation et de suivi des ressources halieutiques et des activités de pêche, telles qu'elles sur Bretagne Sud. Donc ça fait écho aussi au besoin d'en savoir plus sur les impacts indirects sur ces ressources et les écosystèmes.
Voilà, un certain nombre de programmes scientifiques qui pouvaient porter sur différentes espèces d'intérêt en fonction des contextes, donc soit le homard européen, pardon, soit le financement de plusieurs campagnes aussi d'éradication de la crépidule sur Saint-Brieuc, donc une mesure plutôt d'accompagnement et de facilitation économique. Et puis, ça pouvait aussi finalement s'illustrer à travers la participation au réensemencement de naissains de coquilles Saint-Jacques en baie Saint-Brieuc. Alors effectivement, après, on peut identifier un certain nombre de mesures en fonction des phases de développement de l'éolien. Donc pendant la phase de construction, il y a par exemple la COVID. Alors les instances de dialogue entre les acteurs ont permis notamment de codéfinir des périodes de travaux et parfois la possibilité d'opérer finalement des fermetures séquencées des zones de chantier sur la zone pour limiter les impacts, permettre finalement la pêche à certains endroits pendant que la construction se fait à d'autres. Voilà, donc là, on est vraiment, c'est des mesures de réduction plutôt économique. Il y a aussi, évidemment, en phase de construction, il y a eu des mesures de compensation économique. Donc, on ne peut pas tout réduire, donc on peut aussi compenser avec des compensations financières individuelles versées aux pêcheurs professionnels concernés sur la base d'antériorité. Des mesures aussi donc, de réduction économique réalisées pendant la phase de construction, mais qui visent finalement la phase de mise en exploitation, comme les deux mesures suivantes que j'ai listées ici, qui sont l'ensouillage des câbles interéoliennes, qui consiste à creuser des tranchées pour y enfouir les câbles et finalement limiter l'impact des ancres ou des engins de pêche en contact avec le sol sur ces câbles. Donc là, voilà, l'idée c'est vraiment d'assurer la sécurité de la navigation et le maintien des activités de pêche au sein des parcs. Et donc, il y a eu par exemple un ensouillage à 100% sur le parc de Saint-Brieuc, un peu dans la même lignée aussi de la sécurité et de la coactivité en toute sécurité. L'orientation des éoliennes sur l'axe des couloirs de pêche, puisque les activités de pêche se pratiquent généralement en lien avec le sens des courants marins. Et puis, un espacement suffisant entre les éoliennes aussi pour le passage des navires et des engins en toute sécurité. Donc, ces deux dernières mesures, c'est vraiment relatives au design du parc éolien. Elles sont permises du fait des espaces de dialogue entre les deux secteurs et puis aussi parce qu'il y a une volonté forte de l'État français de favoriser la cohabitation entre la pêche et l'éolien au sein des parcs et qui se traduit en partie aussi dans les cahiers des charges plus récents, des récents appels d'offres. En termes de mesures en phase d'exploitation, donc là, on peut citer par exemple le financement d'équipements de sécurité comme par le développeur auprès des pêcheurs comme mesure économique d'accompagnement en réponse à une nouvelle réglementation pour permettre la cohabitation entre la pêche et l'éolien, donc notamment l'AIS, système d'identification Un automatique, truc sur l'océan. pour géolocaliser les navires, voilà, ou des bouées aux normes européennes pour faciliter le repérage des engins de pêche par des navires de maintenance des éoliennes qui sont beaucoup plus imposants et voilà, qui nécessitent des systèmes de repérage facilités. Le maintien du dialogue, évidemment, dans toutes les phases, mais y compris la phase d'exploitation, et notamment pour faciliter finalement l'acculturation, la compréhension, la communication entre différents usagers qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des zones communes, et entre autres les pêcheurs et les agents de maintenance. Et puis, il y a aussi la mesure de la taxe sur les éoliennes maritimes, qui est une mesure là, de compensation économique plutôt collective, qui concerne donc la phase d'exploitation. Et donc, dans le cas des parcs en mer territoriale, sur le domaine public maritime, cette taxe, elle est versée pendant toute la phase d'exploitation par le développeur et elle est répartie, en fait, comme sur le schéma indiqué, entre à 50% les communes littorales, donc un certain nombre de communes littorales identifiées, les comités des pêches concernés, l'Office français de la biodiversité pour, voilà, donc 35% pour les comités des pêches, 10% pour l'Office français de la biodiversité et 5% pour les organismes de secours et de sauvetage en mer. Voilà. Et donc, un petit zoom, donc vous l'avez compris, comme évoqué précédemment, il y a une volonté forte de l'État donc français de maintenir les activités de pêche dans les parcs éoliens, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens. Par exemple, en Belgique, il y a une interdiction totale de pêcher, mais aussi de naviguer dans les parcs. Au Royaume-Uni, il y a une pêche autorisée dans les parcs pour les arts traînants, les arts dormants, mais les pêcheurs sont responsables en cas de dommage, qui est assez dissuasif. Donc finalement, il y a peu de pêche opérationnelle dans les parcs au Royaume-Uni. Et donc, dans le cas français, on a 3 parcs commerciaux en exploitation, comme vous l'indiquez Adeline, et où la pêche est autorisée. Donc Saint-Nazaire, Fécamp et Saint-Brieuc. Donc, on a des règles communes. Il y a eu des arrêtés qui sont sortis avec des règles communes de navigation dans la zone qui sont indiquées ici, une limite maximale, une vitesse maximale, etc.
Diapo suivante. Et donc, du coup, il y a quelques différences aussi dans la réglementation entre parcs. Bon, alors, pour faire court, par exemple, ici, à gauche, vous avez le parc de Fécamp. Vous voyez donc qu'en orange, c'est la partie qui est toute interdite à la pêche. Et après, il y a une zone nord bleu, une zone sud rose, où finalement, les arts dormants et les arts traînants, en fonction des engins de pêche, ils vont pouvoir donc aller pêcher dans ces zones-là de manière alternative en fonction des trimestres de l'année. Sur Saint-Brieuc, c'est un peu différent. On a aussi un accès aux arts dormants et aux arts traînants, mais la zone bleue est dédiée aux arts dormants, la zone verte est dédiée aux arts traînants, et la zone orange est aussi une zone alternative en fonction des saisons. Alors que sur Saint-Nazaire, donc je ne l'ai pas mis, mais c'est uniquement autorisation aux arts dormants. Voilà. Et donc, du coup, pour aller un cran plus loin, la question qui nous anime aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui amène finalement, ou qu'est-ce qui amènerait les pêcheurs professionnels en France à aller pêcher ou pas dans les parcs éoliens autorisant cette activité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer la réponse des pêcheurs, de comprendre les facteurs qui déterminent leur choix et de quel ordre ils sont, technologiques, sécurité, réglementaires, sociaux. Et puis aussi, quels changements ils ont dû opérer en fait depuis l'implémentation des parcs dans leur pratique de pêche. Voilà. Dernière slide, peut-être un petit bilan. Donc, comme vous l'aurez compris, l'importance des instances officielles, en fait, qui peuvent peser aussi sur un certain nombre de choix et de mesures, mais aussi des espaces de dialogue informels qui peuvent être faits grâce à la proactivité du secteur de la pêche professionnelle notamment, mais pas toujours que. Et donc, des enjeux forts là, de maintien aussi dans le temps de la confiance entre les acteurs de pêche et les services de l'État, les développeurs. Et voilà un certain nombre de questions là qu'on se pose sur les retours effectifs de la pêche, de l'activité de pêche au sein des parcs et avec effectivement est-ce qu'il y aura un impact en fonction des flottilles ou des types de technologies qui seront mobilisées. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup à vous. Alors, on a bien conscience que la présentation était relativement dense, donc on va tâcher de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Adeline et Sophie. Oui, une présentation dense, mais on voit bien en vous écoutant que c'est aussi technique, qu'il y a une remise en contexte qui est indispensable pour bien comprendre ce qui se joue, ce qui se passe aujourd'hui. Et merci d'avoir relevé ce défi. Bien sûr, il n'est pas possible de parler de tout aujourd'hui. Ma première question, d'ailleurs, va porter un peu dessus et une question d'un participant, peut-être appuyer cet aspect-là. Vous avez un moment parlé d'un programme de recherche qui s'appelle Éole en mer. Plus globalement, on a l'impression, parce que dans le MOOC aussi, d'autres chercheurs, sous d'autres angles, ont parlé des éoliennes et des parcs éoliens et de leurs impacts. Pour les citoyens comme nous, où est-ce qu'on peut trouver une information scientifique, je dirais pluridisciplinaire, qui porte aussi bien sur les impacts environnementaux que tout ce qui est autour des conflits ou des usages? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information? Et au sujet de l'information, donc c'est une question qui a été posée, les études d'impact qui ont porté sur les projets qui aujourd'hui ont démarré, est-ce qu'elles sont accessibles? Oui. Merci pour ces deux questions. Alors, il est vrai que pour trouver de l'information scientifique sur l'éolien en mer, il n'existe à ce jour pas vraiment de site qui rassemble tout. Mais je dirais que le site internet de la mer en débat, donc ce fameux débat public qui a été mené par la Commission nationale de débat public, sur le site internet de la mer en débat, il y a une multitude d'études, d'informations, d'infographies, de choses digérées basé en grande partie sur de la littérature scientifique ou d'autres productions qui sont faites par des scientifiques dans des projets, qui permettent de bien, je trouve, expliquer l'ensemble des enjeux posés par l'éolien en mer, notamment, en lien également avec les questions de planification de l'espace maritime plus en général, et donc avec les interactions de l'éolien en mer avec différentes composantes, que ce soit les activités humaines ou le milieu marin. Donc, je vous inciterai à plutôt vous diriger vers ce site internet-là. Et la seconde question portait sur les études d'impact environnemental. Alors, la réglementation française impose que les données et que l'étude d'impact environnemental, que ce soit pour des projets d'aménagement terrestre ou marin, soient rendues publiques. Alors, elles le sont à travers le processus d'enquête publique où l'étude d'impact est mise à disposition. Et ensuite, en principe, l'intégralité des données doit être reversée à une plateforme qui s'appelle Dépôt Bio, portée par l'État, qui est censée donc collecter l'intégralité des données pour qu'on puisse y accéder.
Il y a encore des trous dans la raquette où tous les développeurs ne déposent pas leurs données. Et puis, il y avait aussi une problématique par rapport aux données relevant de projets marins, notamment l'éolien en mer. La plateforme a été développée initialement pour des projets terrestres et qui ne permettant pas d'accueillir directement des données relevant du milieu marin. Il y a des discussions qui sont faites pour essayer d'améliorer la chose et probablement que ça a peut-être déjà été fait, j'en ai pas connaissance. Mais en principe, il existe une plateforme DepoBio qui permet d'accéder aux études d'impact et aux données, collectées durant les études d'impact environnemental. Merci beaucoup. On associera à l'enregistrement de cet événement ces liens, la mer en débat et puis cet autre lien et référence que vous venez de nous donner. Vous avez montré vers la fin, ça va peut-être permettre de répondre à une première question, en capacité installée hein, sur la façade française, en fin 2025, on est à peu près à 500 mégawatts, c'est à peu près ce qui apparaissait sur une diapo. Est-ce que c'est une donnée que vous confirmez? Et j'y ajoute une autre question avec justement le développement du nucléaire. Alors là, c'est plus par rapport à la planification, programmation, on va dire pluriannuelle de l'énergie. Est-ce qu'avec le développement souhaité du nucléaire, est-ce que finalement, automatiquement, ça n'induit pas un surdimensionnement de ce qui avait été imaginé en matière d'installation d'éolien en mer? C'était une première question qui était posée dans le chat. Alors, actuellement, il y a 1,5 gigawatts installés avec les 3 parcs. Donc, c'est sans doute une coquille qui est restée sur les diapositives. Donc, si on C'est moi qui ai combine, mal lu, pardon, hein, dans ce cas. si on Voilà. combine les parcs de Saint-Brieuc, Fécamp et Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Fécamp, globalement, ça va augmenter là, avec l'arrivée du parc de Lieu-Noirmoutier qui est quasiment opérationnel. Et donc, on peut voir, oui, peut-être, je ne l'ai pas précisé, on voit qu'actuellement, donc on a 1,5 gigawatt à peu près installé et on ambitionne d'installer 45 gigawatts d'ici 2050. Donc, il y a quand même un gap et 2050, c'est relativement proche. Donc, il y a vraiment un gap à combler et donc un rythme de développement à accélérer fortement. Ensuite, par rapport au développement du nucléaire et au surdimensionnement potentiel des énergies marines renouvelables et des objectifs, là, je crois qu'on dépasse notre capacité à pouvoir, notre champ d'expertise en fait, à répondre Bien à sûr. cette question. On ne travaille pas particulièrement spécifiquement sur la politique énergétique et sur la construction et sur les dimensions techniques et technologiques, voir qu'est-ce qui est réaliste, pas réaliste, rentable, pas rentable. C'est pas notre domaine d'expertise, donc on préfère ne pas avancer et ne pas s'avancer en apportant des éléments de réponse sur cette question. Très bien, je comprends tout à fait. Alors, on va basculer peut-être sur un autre aspect, la question des débats publics. Une question toute simple. Comment on participe? Qui peut participer à ces débats? Comment ça se passe? Et j'ajoute une autre question. Vous avez dit qu'en fait, autant il y avait des choses au niveau national qui étaient bien organisées, autant au niveau local, c'était plus difficile, peut-être moins existant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer se mettre en place? Qu'est-ce qui émerge justement par rapport à cette problématique de la gouvernance locale? Oui, alors donc, un débat public, n'importe qui le souhaite peut se rendre à n'importe quelle réunion ou réunion publique ou événement réalisé dans le cadre d'un débat public. C'est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables sur le sujet, puisque c'est un des objectifs du débat public, c'est de fournir de l'information factuelle et vérifiée sur les enjeux entourant le projet qui est soumis à débat public. Donc de l'éolien, mais ça peut être aussi une infrastructure, d'autres types d'infrastructures énergétiques, infrastructures routières, etc. Ensuite, par rapport à la critique que je faisais sur l'implication, je dirais, des citoyens ou des habitants par rapport au déploiement de l'éolien en mer ou par rapport à la politique liée à la planification de l'espace maritime, ma critique portait sur le fait que ce soit l'éolien en mer, donc rattaché à la politique énergétique, ou que ce soit la politique maritime stricte liée à la planification de l'espace maritime, ce sont deux politiques publiques qui sont sous pilotage de l'État, donc drivées, orientées depuis Paris, si j'ose dire ainsi, avec parfois des relais en façade, donc notamment via les conseils maritimes de façade qui regroupent les parties prenantes qui sont organisées sous le modèle des 5 collèges du Grenelle de l'environnement, donc à savoir donc, des représentants des collectivités territoriales, des représentants du secteur privé, des syndicats de salariés et des associations, que ce soit associations environnementales ou associations, non pas de riverains, mais d'autres types voilà, d'associations.
Et il s'avère que finalement, les riverains, les habitants des territoires sur lesquels les projets viennent s'implanter, n'ont pas accès à ces espaces de discussion, à ces espaces d'échange, et finalement ne prennent quelque part pas part à la prise de décision, ne peuvent pas orienter ces décisions-là. Et ce qui est peut-être un problème dans le sens où on a des grandes orientations qui sont définies à des échelles de façade, mais qui, notamment le débat public, par exemple, on a pu voir que c'était essentiellement des publics avertis qui se sont rendus au débat public, la mer en débat, et que finalement, ça a assez peu touché le citoyen lambda, je dirais, ou l'habitant du territoire littoral. Parce que les gens se déplacent, se manifestent lorsque les projets se concrétisent véritablement sur les territoires, lorsque l'on a un développement portuaire ou lorsqu'on a un projet de parc éolien qui vient se déployer en face de chez nous, pour faire simple. Et donc là, il manquerait peut-être un espace d'échange intermédiaire, alors peut-être pas très local parce que ça serait compliqué à gérer, mais quelque chose à une échelle peut-être départementale ou voire même de regroupement de collectivités territoriales, de manière à pouvoir faire en sorte que les habitants des territoires puissent participer et faire remonter également leur vision et leurs enjeux, de manière à mieux faire coïncider le local, les enjeux très locaux, territoriaux, avec des grands enjeux et des grandes orientations nationales. Bien évidemment, l'État est forcément présent puisque l'énergie en France est très centralisée, donc il faut qu'il y ait un pilote qui oriente les choses, mais pour l'instant, c'est très top-down, et donc il y a peu de choses qui viennent du local, sachant que les processus de concertation sont multiples, sont propres à chaque politique publique. Il y en a qui sont spécifiques à la politique énergétique, avec des concertations en ligne qui sont menées et qui croisent des concertations spécifiques à l'éolien, des débats publics spécifiques à l'éolien, ce qui fait que cela rend également assez illisible les différentes possibilités pour un citoyen de participer et de faire porter sa voix dans ces différentes instances. Merci Adine. Alors une question pour Sophie, puisque là on va parler de pêche, c'est une question qui a été posée. Éolien et pêche en Méditerranée. En gros, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais vous avez surtout parlé de Bretagne, vous l'avez dit, c'est l'endroit hein, où il y a eu, déjà les parcs ont été surtout développés. Mais il est prévu aussi qu'il se déploie sur la façade méditerranéenne. Est-ce qu'on peut observer, au regard de l'histoire, de la sociologie, de l'écologie, même marine, est-ce qu'on peut imaginer des procédures et des négociations, des compromis différents finalement en fonction des territoires? Ah oui, oui, bah, question intéressante. Alors c'est vrai moi, j'ai pas encore trop mis les pieds sur les cas d'études méditerranéens, donc je vais avoir moins de choses à apporter. Mais effectivement, on peut imaginer que en fonction, enfin comment dire, là-bas du coup, déjà les types de flottilles, la pêche, enfin les pratiques de pêche sont pas du tout les mêmes que sur les façades atlantiques et manches. Après, je sais plus adultes qui travaillent sur ces aspects, enfin sur ces cas d'études-là. Je sais qu'il y a eu des études là, qui sont menées pour voir dans quelle mesure finalement est-ce que ce serait pas possible, il me semble, de déployer plutôt, oui, effectivement, en fait, il y a une grande flottille de chalutiers aussi, enfin une flottille de chalutiers en Méditerranée qui travaillait peut-être historiquement sur les zones des parcs. Et donc, l'idée, ce serait de voir quel serait le potentiel pour finalement déployer d'autres types de techniques, et comme des arts dormants finalement, donc plutôt des engins qu'on pose, passifs, au sens casier, filet. Mais voilà, c'est vraiment, on en est au début de ces réflexions-là, de ces études-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Aline. Ouais, non, c'est très bien, ouais. Bon, merci Sophie. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de technique, mais sur l'éolien flottant, où là, c'est pas, enfin, sauf erreur de ma part, c'est pas du tout mature. Alors, est-ce que je m'aventure quand je Non, dis ça? vous avez raison. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le devenir? Est-ce que les procédures, est-ce que l'acceptabilité, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce que vous avez présenté? Alors oui, en effet, le flottant n'est pour l'instant pas encore tout à fait mature. On a des projets pilotes qui sont lancés en Méditerranée. On a notamment 3 éoliennes au large de Fos-sur-Mer, Marseille, le projet Provence Grand Large, parce qu'il y a encore des verrous à lever, notamment du point de vue du flotteur et des ancrages. Euh,
La promesse du flottant, c'est de l'éloigner des côtes, donc notamment de mettre des parcs en zone économique exclusive, donc au-delà de la mer territoriale, donc au-delà du domaine public maritime, donc très loin. Et c'est notamment dans ces zones-là que seront développés l'éolien pour atteindre les objectifs à horizon 2050. Alors, c'est pas parce qu'on met plus loin que forcément ça sera plus simple de développer l'éolien. Et donc, globalement, nos propos s'appliquent aussi à cette technologie spécifique-là, sachant qu'il y a encore quand même de nombreuses inconnues, notamment sur la conciliation entre pêche et flottant. Pour le moment, pour le poser, le design des parcs est fait pour permettre à la pêche de fonctionner, notamment les arts traînants, donc tout ce qui est drague, par exemple, à la coquille Saint-Jacques ou chalut de fond. La question va se poser en flottant parce que du fait des ancrages, des nombreux ancrages, en fait, des lignes d'ancrage qui vont flotter, il y aura un risque de croche plus important et donc un risque pour la sécurité maritime. Donc il est probable ou possible que les arts dormants ne soient pas autorisés. Mais bon, là encore, je m'avance un peu en disant ça puisqu'on ne sait pas encore quelles seront les règles de navigation. Donc voilà, il y a des conciliations entre pêche et flottant qui restent encore à explorer. Euh, alors, on va revenir peut-être sur la pêche et par extension, mais déjà, la pêche et votre présentation, Sophie, peut-être a permis de déconstruire quelques idées reçues qu'on a sur les relations et j'ai trouvé ça personnellement très, très riche. Est-ce qu'on peut dire que ce dialogue a aussi été mis en place avec, par exemple, les acteurs du tourisme, de la plaisance et avec quel fruit finalement? Alors, ouais, moi que la pêche, en effet, c'est très intéressant ce qu'a présenté Sophie, parce que comme vous le disiez, Vincent, ça permet de déconstruire un petit peu les choses et de montrer finalement il y a pas mal de choses qui sont faites en direction de la pêche, notamment sur le fait qu'ils sont relativement bien intégrés dans le processus de concertation, euh, voilà, pour faire en sorte que ça se passe bien avec la pêche. Euh, et je dirais que c'est essentiellement l'acteur qui est le plus impliqué et le plus impliqué dans le processus de concertation. Les autres acteurs prennent part aux discussions, mais de manière peut-être moins intense, moins intensive, notamment voilà, les acteurs du tourisme, comme vous le disiez. Et puis, ces acteurs-là sont évidemment invités aux tables de concertation pour le cas de l'éolien en mer, mais aussi plus largement dans le cadre de la planification de l'espace maritime, où là, on discute de l'intégralité de l'ensemble des enjeux. Et je dirais que c'est plutôt surtout là qu'on les entend et qu'ils sont bien présents. Donc il y a un petit, voilà, de point de vue de l'écoute ou de la représentativité des acteurs dans ce processus de développement et n'est pas tout à fait égal selon les acteurs. Voilà, il y a une forme aussi de relation de pouvoir ou de jeu de pouvoir qui peuvent s'opérer entre les acteurs et entre les secteurs. Merci beaucoup. Alors, je vois, alors il y a quand même quelques questions sur la dimension environnementale, sans surprise, parce qu'elles sont, qu'elles concernent les câbles, qu'elles concernent les impacts, bien sûr, écologiques liés aux éoliennes. Alors là, je rappelle que déjà, on a produit et on a proposé quelques interventions dans le MOOC sur le sujet, Oui. justement parce qu'il y a quand même pas mal de programmes de recherche qui traitent aussi bien des chauves-souris que des Saint-Jacques. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et pas mal de références aussi. Donc je pense que, voilà, sans trop m'avancer, Sophie et Adeline, au regard de votre spécialité, de votre profil, peut-être que il est mieux de renvoyer justement vers ce qui a été publié par ces auteurs-là. Oui, et Scientifiques. peut-être Voilà. un point que l'on peut mentionner qui est fortement attendu, c'est la publication des résultats d'UNESCO à venir. Donc UNESCO, c'est une expertise scientifique qui est Mhm. menée conjointement par le CNSI Ifremer et avec d'autres chercheurs d'autres institutions, qui porte spécifiquement sur une revue de la littérature scientifique sur les impacts environnementaux de l'éolien en mer. Cette ESCO va être publiée en mars ou en avril 2026 et elle est fortement attendue parce que, en effet, il y a quand même encore des incertitudes sur les impacts environnementaux de l'éolien en mer. Alors, en effet, on a de l'éolien en mer en Europe du Nord. Néanmoins, c'est sur des écosystèmes, des fonds, des habitats qui sont différents de ce que l'on trouve, nous, au large de nos côtes. Et donc, tout n'est pas totalement facilement transposable. Et donc, il va falloir un peu de temps, là, avec les premiers parcs qui sortent, des suivis de longue durée, pour essayer d'objectiver les impacts environnementaux de ces parcs. Donc, en effet, on a encore quelques difficultés
avoir des conclusions péremptoires, je dirais, très affirmatives sur les degrés, les niveaux d'impact des parcs éoliens en France. Ouais, merci, et vous nous mettez en face une obligation pour nous, citoyens, c'est de ne pas nous laisser distancer par l'information scientifique abondante qui sort pour Oui. avoir un avis le plus éclairé possible sur ces questions. Merci beaucoup, Adeline et Sophie. Il est 18 h, c'est déjà la fin de ce direct. Bon, je rappelle qu'il a été enregistré, que vous pourrez donc retrouver les présentations, les échanges. Peut-être avant de nous quitter, vous rappeler le prochain rendez-vous. Ce sera dans à peu près 2 semaines, le 16 décembre à 17 h. Et nous aurons le plaisir d'accueillir le biologiste Bruno David, qui était l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et qui a en 2025 piloté une expertise sur le thème des ressources minérales des grands fonds marins. Et à l'occasion de ce direct, qui sera en fait un petit peu un direct de clôture, pardon, de conclusion de ce MOOC, eh bien, il fera un état des lieux de tout ce qui se joue actuellement concernant l'océan, tant sur le plan scientifique que politique. Je vous dis à très bientôt. Adeline, Sophie, merci encore pour votre participation et très bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.